Vous commencez à le savoir, je crois, puisque c'est désormais devenu une tradition chaque mercredi. Mais cette semaine-ci encore, le télescope spatial James Webb a franchi une nouvelle étape dans son déploiement. Et cette fois-ci encore, la semaine n'aura pas fait exception. Elle allait en effet encore nous apporter une nouvelle photo, celle-ci montrant les différents segments des miroirs de Webb. Pour être plus précis, ce que l'on y voit, c'est 18 projections de la même étoile, puisque les 18 segments ne sont pas encore alignés. En revanche, comparé à la première image publiée que vous voyez actuellement, les miroirs sont déjà plus rangés, ce qui permettra de laisser place à la suite de l'alignement. Pour la forme, je vous mets cette animation que vous connaissez maintenant probablement par cœur et je vous propose de passer à la suite de l'épisode. Néanmoins, avant de le commencer, j'aimerais dire deux choses. La première, c'est que si vous aussi avez des questions sur Webb, vous êtes plus que les bienvenus en commentaire pour le prochain épisode FAQ sur Webb. Ensuite, si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager pour me soutenir. Cette introduction a déjà bien trop duré. Il est temps de passer au générique et de répondre à vos questions sur le télescope James Webb. La première question que je vais attaquer pour cet épisode, et en attendant d'en faire un plus complet sur le sujet, c'est un sujet qui m'a été suggéré par Christophe de la chaîne Astro, et c'est la question « Comment Webb communique-t-il » Alors, encore une fois, sachez que le sujet dont je vais parler devrait faire l'objet d'un épisode à part. Je ne vais donc pas ici parler de toute son histoire ou son utilité, mais faire le tour des points qui me semblent le plus important pour l'épisode. Ce qu'il faut savoir, c'est que James Webb est et sera contrôlé depuis le Mission Operations Center au Space Telescope Science Institute de Baltimore dans le Maryland. Et là, il y a deux options. Soit tendre un câble d'1,5 million de kilomètres entre le télescope et la Terre afin de le promener aisément, ou alors il y a la solution plus classique qui consiste à communiquer via des signaux radio. Le problème, c'est qu'à 1,5 million de kilomètres de nous, les signaux envoyés vers et par Webb sont assez faibles. Pour pouvoir aisément communiquer avec lui et plein d'autres missions aux quatre coins du système solaire d'ailleurs, il faudrait idéalement un réseau d'antennes géantes réparties sur une partie du globe, et c'est exactement le cas. Si vous ne le connaissez pas encore, laissez-moi vous présenter le Deep Space Network. Le Deep Space Network, abrégé DSN, est un réseau de 3 stations disposant chacune de paraboles de 70 mètres de diamètre. Il y a un complexe situé à Goldstone, en Californie, une dans la région de Madrid, en Espagne, pour ceux qui dormaient en cours de géographie, et enfin une dernière près de Canberra, en Australie. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces complexes comptent plus qu'une seule et unique parabole. Le but est, malgré tout, de pouvoir communiquer avec plusieurs appareils en même temps et également dans différentes longueurs d'onde. Et mélanger les signaux réduirait considérablement les débits, ce qui serait plus que regrettable. Ainsi, en plus des 3 paraboles de 70 mètres, on en compte aussi des de 34 mètres, présentes sur chaque installation, à savoir 3 antennes par installation. Si les origines du Deep Space Network remontent aux années 50 et que son histoire est très riche en changements et évolutions, les premières antennes de 34 mètres datent des années 80 dans le but de communiquer avec des missions comme Voyager. Ce réseau permet ainsi de communiquer en toute heure avec un énorme paquet de missions. On peut citer, entre autres, Lucy, Voyager 1 et 2, New Horizons, Juno,
Mars Reconnaissance Orbiter, dont le débit avec une antenne de 34 mètres peut atteindre 5,2 mégas par seconde, et bien d'autres missions encore. Vous vous en doutez donc si je vous en parle, c'est ce réseau que James Webb utilisera pour transmettre ses observations, recevoir ses commandes et tous les aspects techniques et scientifiques de son exploitation. Sur ce, je vous propose de passer aux questions suivantes. La première pour aujourd'hui, c'est qu'arrivera-t-il à Webb une fois que son carburant sera épuisé et sa carrière achevée? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que Webb n'est pas parfaitement au point de Lagrange. Comme vous le savez, un point de Lagrange est un point où les forces qui attirent un objet vers un autre et l'éloignent de lui se compensent parfaitement. Le problème, c'est que le point parfait est plus théorique que pratique. C'est comme mettre deux billes parfaitement lisses en équilibre l'une sur l'autre. En théorie, c'est possible. Dans les faits, et même s'il y a un changement d'échelle avec les points de Lagrange, vous serez toujours un peu trop d'un côté ou de l'autre. C'est assez semblable, mais à une échelle, comme je le disais, radicalement différente. En plus de ça, pour que ces panneaux solaires soient constamment alimentés en énergie et que la Terre ne fasse pas écran, Webb orbite autour du point de Lagrange à une certaine distance. Il faut également savoir que l'on orbite autour d'un point de Lagrange et qu'on n'y est pas fixe. Ainsi, le choix a été fait de le positionner légèrement en dessous de ce point et il est progressivement attiré vers la Terre. C'est pour cette raison qu'il doit régulièrement réallumer son propulseur pour pousser et se repositionner. Alors, c'est à relativement petite échelle, mais ainsi, vu sa distance, il devrait, une fois sa carrière terminée, progressivement s'éloigner du point de Lagrange L2 et se placer sur une orbite terrestre. Avant d'être probablement éjecté de cette orbite sur plusieurs années, et finir par rester sur une orbite relativement proche de la Terre, mais autour du Soleil. Il faut également noter que cette trajectoire dépendra surtout des choix qui seront faits pour l'envoyer sur une autre orbite. Le choix pourrait par exemple être fait de l'envoyer directement sur une orbite autour du Soleil. Une autre question qui a été posée, c'est si Webb sera réellement capable de voir des exoplanètes, à savoir leur couleur par exemple. Elles resteront hélas, de par leur petite taille vue de si loin, une bouillie de pixels, comme on les voit avec les meilleurs instruments de nos jours. Et ce ne sont même pas leur vraie taille, comme sur cette photo par exemple. De la même façon que si vous prenez une photo de la Lune ou d'un éclairage un peu distant avec votre téléphone, vous ne verrez probablement qu'un point lumineux qui n'est pas une lampe elle-même, mais une zone du capteur qui a été éblouie par la lumière de la lampe. Ainsi, si votre lumière ne fait par exemple qu'un pixel de taille, elle peut facilement déborder sur une dizaine. Et ce n'est qu'un exemple entre autres. C'est un peu pareil pour les exoplanètes, malgré la précision des instruments dont on dispose. En revanche, ce que Webb pourra faire, c'est de la spectroscopie. En mesurant la présence de composés chimiques et de possibles changements cycliques, il pourra mettre à jour les conditions qui règnent sur une planète, la composition de l'atmosphère et de possibles variations liées à des saisons. Il devrait ainsi, malgré tout, permettre de se faire une bonne idée des conditions qui règnent sur une vaste gamme de planètes et les phénomènes qui s'y produisent. On ne verra pas de détails d'une surface de planète, mais on saura, en revanche, bien mieux à quoi elle ressemble et si une planète du système Trappiste 1 est habitable. Mais ça, c'est un autre sujet. En attendant, c'est ici que je vais terminer l'épisode pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.